Bonjour à tous, et plus encore à toutes, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars, et que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à ce concours, donc ma thèse en 180 secondes, USPC, 4e édition. Je vais commencer par introduire le jury, que je remercie d'être là, et principalement Madame Clérici, qui est présidente de l'Université Paris Diderot, et qui malheureusement n'est pas là, mais s'excuse. Alors, je vais introduire Monsieur François Houlier, qui est président de USPC, Azo Djebara, chargée de mission formation à USPC, Sylvie Tartès, qui est chargée d'études statistiques, Emmanuel Bednarek, chargée de communication à Paris 2, Valérie Ben Moussa, chargée des relations enseignement supérieur à la CASDEN, Élodie Chéroux, chargée de mission événements nationaux de CSTI, Marc Ventura, qui est délégué départemental Paris MGEN, Florian Andrianiasi, PhD Talent, et Ronan Kerboriou, qui est responsable administratif et financier à USPC. Voilà. Alors, Cécile m'a demandé de vous poser une question. Est-ce que vous savez qui est le comte Buffon? Personne? Alors, moins connu sous le nom de Georges-Louis Leclerc, c'est un savant du XVIIIe siècle, naturaliste, mathématicien, biologiste, cosmologiste, philosophe et écrivain, académicien des sciences et académicien des lettres, qui participe à l'élaboration de l'encyclopédie. Voilà, donc je pense qu'on est dans le bon amphi pour célébrer ce concours. Et je souhaite bon courage aux doctorants. Je vais appeler la première candidate, Mégane Brusson, de l'ED 562 Bio-SPC, sous la direction de Wassim El-Nemer. L'intitulé de sa thèse est la suivante: Anomalie érythroïde et endothéliale dans la polyglobulie de Vaquez, rôle de la mutation JAK2V617F et des traitements par hydroxycarbamide et interféron alpha. Bon courage. Merci. Ah, ça marche pas. Ça ne marche pas? Ah si, ça marche. Merci. Je suis prête. Pas de globules rouges, pas de vie. Le problème avec mes patients, c'est que eux ont trop de globules rouges. Et oui, il en faut, mais pas trop non plus. Cette maladie sur laquelle je travaille s'appelle la polyglobulie de Vaquez. Mais alors pourquoi ces patients ont-ils une prolifération incontrôlée de globules rouges? Chez vous comme chez moi, tout est très bien contrôlé. La protéine responsable de la production des globules rouges est JAK l'éventreur. Ah non, JAK2, mais c'est presque pareil et vous allez voir pourquoi. Si vous avez besoin de globules rouges, JAK2 s'active et permet aux cellules souches de se transformer en globules rouges et donc en sang. Mais chez mes patients, la protéine JAK2 est modifiée, elle est mutée. Et là, c'est la catastrophe. Vous n'avez pas demandé autant de sang, mais JAK vous en donne. Cette mutation provoque un excès de globules rouges et donc de sang, quelque chose qui plaît bien à JAK l'éventreur, mais qui cause de sacrés problèmes aux patients. Et oui, cet excès de globules rouges provoque des thromboses. Un amas de globules rouges qui forme un bouchon et qui bloque la circulation sanguine. Et c'est là que j'interviens, en tant que détective. Je cherche à comprendre comment les globules rouges participent à la thrombose chez ces patients. Vous vous souvenez? Plus c'est rouge, plus JAK est content. Et c'est au cours de mon enquête que j'ai découvert que JAK provoque d'autres anomalies à la surface des globules rouges. Ils sont plus collants, ce qui maintient le bouchon et aggrave les thromboses chez ces patients. Encore un effet néfaste de cet épouvantable JAK. Une fois le mode opératoire de ce criminel déterminé, je me suis intéressée aux deux inspecteurs chargés d'arrêter JAK, les deux traitements couramment utilisés. Le vieux roublard Sherlock Hydrea et le petit nouveau docteur Interféron. Lequel de ces deux traitements fait le mieux son travail? J'ai étudié l'effet de ces deux traitements sur l'aspect collant des globules rouges, en reconstituant au laboratoire des thromboses et des vaisseaux sanguins, et des thromboses. Vous vous souvenez, ces fameux bouchons qui bloquent la circulation sanguine? Je vais vous expliquer en quoi consiste cette expérience.
Imaginez de tout petits tubes dans lesquels on peut envoyer des globules rouges. Les globules rouges sont alors comme dans de gros toboggans où ils circulent librement. Mais chez mes patients, les globules rouges sont collants et se retrouvent accrochés aux parois des vaisseaux. J'ai ensuite compté le nombre de globules rouges collés et j'ai comparé le pouvoir collant des différents échantillons en fonction du traitement. Revenons à mon enquête. Ce n'est pas le traitement par hydréa qui marche le mieux. Et non, c'est ce cher interféron qui fonctionne le mieux. Il diminue le pouvoir collant des globules rouges et évite aux patients de faire des thromboses. Voilà un point positif pour ces patients. Alors, même si Jack n'est pas totalement arrêté, j'ai beaucoup progressé dans cette affaire et la meilleure équipe est toujours sur le coup. Je vous remercie. Merci. Je vais appeler le deuxième candidat, Reda Bouderbala. ED 566, Sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain, sous la direction de Bernard Andrieux. Et l'intitulé de sa thèse est plus facile à prononcer. Les gestes du corps vivant. Immersion praxique du corps vivant en situation d'agression, opposition corporelle, chez les pratiquants de sport de combat. Let's go. Je suis prêt. Un individu s'approche pour s'en prendre à vous. Vous êtes dos au mur. Au couteau, Shinken. J'aimerais réagir comme ça. En tout cas, c'est ce que je réponds quand on me demande « Et toi, tu fais quoi si jamais on t'agresse ?» Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, je vous présente aujourd'hui mes recherches sur la violence physique. Pas une approche théorique ou philosophique, mais bien une recherche-action sur la confrontation. Pour répondre à cette question, que faire ? J'ai dû m'interroger et me poser 3 autres questions en 3 temps. Tout d'abord, la violence, qu'est-ce qu'on en pense a priori ? Ensuite, la violence, comment réagit-on dans l'action ? Et enfin, face à la violence, que ressentons-nous dans la confrontation ? Pour répondre à la première question, la violence, qu'est-ce qu'on en pense a priori ? J'ai utilisé les sciences statistiques et conçu un questionnaire que j'ai diffusé afin d'obtenir des informations sur les représentations de la violence. On y apprend que la plupart des personnes se sentent capables d'assurer leur intégrité physique, bien que les confrontations soient peu fréquentes. Dans un deuxième temps, et pour répondre à la question « Face à la violence, comment réagit-on dans l'action ?», j'ai utilisé une deuxième science, la praxéologie, la science des conduites motrices et du mouvement humain. J'ai proposé à une 60aine de personnes, hommes, femmes, jeunes et plus anciens, mais aussi karatékas, boxeurs et judokas, de se mettre face à moi et dos au mur, j'ai pu les attaquer. Le tout afin d'observer et quantifier leurs réactions. Les premiers résultats nous indiquent que les non-pratiquants ont tendance à rester statiques, bien qu'ils aient une motricité leur permettant de se protéger d'un premier assaut. À côté de ça, les pratiquants de sport de combat ont tendance à réagir à une distance et à reproduire une gestuelle habituelle à leur pratique quotidienne. Pour répondre à la troisième question, face à la violence, que ressentons-nous dans la confrontation ? J'ai utilisé une troisième science, l'immersiologie, la science du ressenti dans l'action. Comment ? En laissant les gens s'exprimer et verbaliser leurs émotions de la confrontation qu'ils venaient de vivre. On y apprend que les non-pratiquants ont plutôt tendance à céder à la panique et à s'interroger sur que faire ou comment faire, alors que les pratiquants de sport de combat ont plutôt tendance à faire le vide afin de s'exprimer par leur corps. Après avoir répondu à ces 3 questions, que faire face à la violence ? Je répondrai qu'il est fondamental au maximum de l'éviter afin de s'épargner une expérience traumatisante. Mais que si jamais vous aviez à avoir à faire face, je vous invite à profiter de l'entendement et de conserver les yeux ouverts afin de laisser la possibilité à votre corps d'un réflexe défensif et protecteur. Mesdames, Messieurs, à partir des nombreuses observations que j'ai pu faire, je compte sur la rationalisation et la quantification de ces données pour proposer une position latérale de défense à mettre dans tous les manuels, permettant de baisser significativement les probabilités d'être atteinte ou atteint par une agression physique. Merci. Alors, candidat numéro 3, Dia Benaoudia. ED 388, chimie physique et chimie analytique Paris-Centre, sous la direction de Jean-Christophe Lacroix, intitulé de sa thèse « Fonctionnalisation de membranes nanoporeuses pour l'élaboration de filtres intelligents ». Je suis prête.
Si je vous dis filtration, ça vous fait penser à quoi? Filtre à café? Filtration des eaux polluées? Ou encore tamisage de la farine? La filtration nous permet de séparer différents constituants selon leur taille. Vous connaissez tous le filtre classique, avec les petits trous qui laissent passer le sable et retient les cailloux. Trop simple pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de décontaminer les eaux usées qui peuvent contenir plusieurs polluants. Le défi, c'est de dépolluer vite, efficacement et à moindre coût. C'est là que mon projet de thèse intervient. J'ai décidé de fabriquer des filtres actifs, intelligents. En réalité, 2 filtres, dont les fonctionnements sont très différents. Le premier, il est sélectif. Imaginons que j'ai des eaux usées avec 2 polluants. On les appellera Joséphine et Harriet. Joséphine étant dangereuse pour la santé, je souhaite la filtrer. Il faut donc un filtre qui bloque Joséphine et laisse passer Harriet. Comment je procède? Je tapisse le filtre avec Casimir, qui se trouve être l'amoureux d'Harriet, car cela m'arrange. L'affinité chimique qu'il y a entre les 2 amoureux va faire en sorte que seule Harriet traverse le filtre. Mais attention, faut pas non plus que ce soit un amour fou, sinon Harriet, elle va être coincée dans le filtre au lieu de traverser. Plus sérieusement, les filtres que j'utilise font la taille d'une pièce de monnaie et contiennent 100 milliards de petits trous. Les pores, ils sont adaptés à la taille des polluants qu'on trouve dans les eaux à l'heure actuelle. Je greffe plein de petites molécules solides, des Casimir, à l'entrée et sur les parois internes des pores. Et tout ça sans les boucher. C'est tout le défi technique. Mais j'ai encore mieux. Le deuxième filtre, il est commutatif. Je vous explique. C'est un autre type de filtre, aussi grand qu'une pièce de monnaie, avec les 100 milliards de petits trous, mais cette fois-ci, je greffe à chaque pore des polymères. Des quoi? Les polymères sont des petites molécules attachées les unes aux autres, comme des colliers de perles. Comment je les fixe? Je trempe le filtre dans une solution contenant les polymères, et quand je fais passer un courant électrique, les polymères viennent s'attacher au filtre. Magie de la science! Ces polymères ont une taille sensible à la température. Quand je chauffe le filtre, les polymères se contractent, le pore se dilate, ce qui permet de filtrer des polluants de plus grande taille. En revanche, quand je refroidis le filtre, les polymères se gonflent, le pore se rétrécit, ce qui permet de filtrer des polluants de plus petite taille. Grâce à ces filtres commutatifs, on peut filtrer plus rapidement, plus efficacement, plus de polluants, juste en changeant la température. Vous l'aurez compris, fini la filtration conditionnée juste par la taille des pores et place aux filtres intelligents qui fonctionnent sur commande. Pour le développement durable, même les filtres s'activent. Merci. Candidat numéro 4, Alexandre Vigny, intitulé de la thèse « Énumération des requêtes sur graphe nulle part dense ». On est samedi soir et vous avez rendez-vous avec des amis. Vous sortez du métro et là, la grande question. Il faut aller à droite ou à gauche? Un quart de seconde plus tard, vous sortez votre téléphone pour chercher votre itinéraire et là, ça charge. Ça charge et vous ne savez toujours pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Et pourquoi ça charge? Eh bien, une des raisons, c'est que vous avez posé une question compliquée à une grande base de données. Et calculer les solutions, eh bien, ça prend du temps. Mais qu'est-ce que c'est au juste, une base de données? Une base de données, c'est comme un grand tableau qui stocke des données. Des données comme des heures, des adresses, des numéros de téléphone, qui vont être organisées de manière à enregistrer des informations. L'exemple le plus simple, c'est un annuaire, qui a un nom, va associer une adresse et un numéro de téléphone. Les bases de données peuvent aussi être utilisées pour stocker des horaires de train ou les articles disponibles dans un magasin. Ces bases de données peuvent être représentées par des graphes composés de nœuds, comme des villes, et d'arêtes, qui vont relier ces nœuds entre eux, pour matérialiser par exemple l'existence d'une ligne de chemin de fer. Toutes ces informations qu'on stocke dans les bases de données sont utilisées pour répondre à des questions, les fameuses requêtes. Des requêtes comme « à quelle heure part le dernier train pour Rennes ?» ou « qu'est-ce que je peux m'acheter pour 10 € dans ce magasin ?» Quand on pose une question à une base de données, un algorithme va se mettre en place pour calculer l'ensemble de solutions. Et de temps en temps, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'un petit nombre de solutions, comme la liste des trains allant de Rennes à Quimperlé un jour donné. Mais de temps en temps, et même pour des requêtes très simples, le nombre de solutions peut être titanesque. À la question « qu'est-ce que je peux m'acheter avec 10 € dans ce magasin ?» si le magasin en question possède une cinquantaine d'articles qui valent tous moins de 1 €, eh bien n'importe quel choix de 10 de ces articles sera une réponse correcte.
ce qui a produit au minimum une petite centaine de milliards de solutions, un nombre beaucoup trop grand pour être affiché sur la fenêtre de votre ordinateur ou stocké sur votre téléphone. Donc un algorithme malin, qu'on va appeler un algorithme d'énumération, ne va pas vous calculer toutes les solutions, mais seulement une première, et quand vous allez appuyer sur suivant, une seconde, puis une troisième, et ainsi de suite. Google, par exemple, vous propose une première page de solution. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez aller sur la seconde. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir d'algorithme d'énumération qui marche pour n'importe quelle base de données et requête. Donc moi, tous les jours, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends une petite requête et une base de données toute simple, puis j'en déduis un algorithme d'énumération. Une fois que ça marche, eh bien, je complexifie le problème. Je modifie un petit peu la base de données, la requête, puis je regarde si mon algorithme marche toujours. Si ce n'est pas le cas, je regarde comment on peut le modifier. Puis on recommence le processus. L'objectif est d'avoir un algorithme qui va marcher pour le plus grand nombre de requêtes et de bases de données. En attendant, la prochaine fois que vous attendez pendant trop longtemps le millier de réponses à la question que vous venez de poser, tout en sachant pertinemment que vous n'allez lire que les 2 premières, soyez indulgents et rappelez-vous que c'est un problème compliqué. Certains en font même une thèse. Margot Chauvet, ED 562 Bio-USPC sous la direction de Adriane Luthi, intitulée de sa thèse « Modulation par les hémoglobines anormales de la présentation d'antigènes plasmodiaux à la surface érythrocytaire et de la protection immunitaire contre le paludisme ». Nous sommes en 2018, après Jésus-Christ. Toute l'Afrique de l'Ouest est affectée par une terrible pathologie, le paludisme. Toutes? Non. Certaines personnes résistent encore et toujours à cette maladie. L'envahisseur dans cette histoire, c'est un tout petit parasite qui se transmet par piqûre de moustique. Et ce petit parasite, il entre dans nos globules rouges et cause le paludisme, une maladie tropicale aussi connue sous le nom de malaria. Et comme je vous disais, en Afrique de l'Ouest, certains individus résistent mieux au paludisme que d'autres. Leur point commun, c'est d'avoir des globules rouges légèrement anormaux, car ils sont porteurs d'une mutation génétique. Et du coup, lorsque ces personnes attrapent le paludisme, elles sont malades, certes, mais elles ont beaucoup moins de chances de mourir que vous et moi. Pourquoi? C'est là que j'interviens. Le but de ma thèse est de comprendre les mécanismes de résistance de ces globules rouges anormaux. Et je me suis rapidement rendu compte que ça se jouait au niveau de la paroi des globules rouges. Pour cela, au laboratoire, j'ai infecté par le parasite du paludisme des globules rouges normaux et des globules rouges anormaux qui résistent, et j'ai regardé ce qui se passe. Imaginons ensemble que les globules rouges sont des villages et que la paroi des globules rouges est la palissade qui encercle ces villages. Dans les villages normaux, j'observe que le parasite, il est sans gêne. Il va entrer, il va s'installer et il va piller la nourriture pour se multiplier. Il va même être capable de modifier la palissade, donc la paroi des globules rouges, pour insérer des systèmes d'attaque face à notre système immunitaire. Car notre système immunitaire va évidemment détecter l'invasion par le parasite et venir défendre les villages. Bon, ça, c'est ce qui se passe pour les globules rouges normaux. Par contre, lorsque le parasite s'attaque à un village anormal, j'observe que ce parasite, il arrive à entrer, il arrive à s'installer, il arrive à se multiplier, mais un peu moins vite. Mais surtout, j'observe que là où ça coince, c'est au niveau de la palissade. Le parasite n'arrive pas à modifier la paroi des globules rouges comme il le voudrait pour faire face aux attaques du système immunitaire. Et du coup, ce parasite est plus facilement détruit et les personnes sont moins malades. Je m'intéresse donc particulièrement à la structure de la paroi des globules rouges. J'essaye de comprendre à quel niveau le parasite n'arrive pas à modifier les parois des globules rouges anormaux. Pour cela, je récupère les parois des globules rouges normaux et des globules rouges anormaux envahis par le parasite. Ces parois, je les coupe en petits morceaux et je les envoie dans une machine, un spectromètre de masse, qui me permet d'analyser les différences de structure de ces parois. Je suis persuadée que la compréhension de ces différences est une des clés de la résistance de ces personnes contre le paludisme. Car comprendre le secret de la résistance nous permettrait, à terme, d'en faire un médicament, et pourquoi pas une potion magique qui nous rendrait invincibles face à ce terrible fléau qu'est le paludisme. Merci. Gaël Beck, ED 146 Galilée, sous la direction de Anna Mazag, intitulée de la thèse « Clustering et visualisation distribuée de Big Data ».
Je suis prêt. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais quelles sont les applications pratiques de cette dernière? Imaginez-vous dans le cadre de la conquête d'exoplanètes. Pour cela, nous allons faire appel à notre ami Néo, le robot explorateur, doté de sa fameuse intelligence artificielle programmée par mes soins pendant ma thèse. En route vers la planète, Néo va faire face à un obstacle de taille, un champ d'astéroïdes. Malheureusement, Néo ne peut pas le contourner, il est obligé de passer dedans. Donc, afin de pouvoir survivre à ce passage, il va collecter un maximum d'informations sur ce dernier pour visualiser les zones plus ou moins denses en astéroïdes. Cette information capitale en main, Néo va être capable de se diriger vers les zones les moins denses en astéroïdes afin de maximiser ses chances de survie. Une fois cet obstacle franchi, Néo se retrouve en orbite autour de la planète à explorer. Encore une fois, il va récolter un maximum d'informations au travers de la taille, de la forme, de la densité des zones qu'il va explorer sur la planète. Mais afin de maximiser son temps d'exploration, il va faire ce qu'on appelle du clustering. C'est-à-dire qu'il va rassembler les objets qui ont des propriétés semblables dans des groupes sans connaissance a priori sur ces derniers. Cela va lui permettre de ne pas visiter 2 fois le même endroit. Néo va donc créer 3 groupes. Un groupe de cratères, un groupe de montagnes et un groupe de forêts. Il va donc se diriger au hasard dans un cratère. Dans ce dernier, malheureusement, il ne trouve rien. La question qui se pose alors est que va-t-il faire ensuite? Va-t-il se diriger vers un autre cratère ou va-t-il aller vers une forêt ou vers une montagne? Or, Néo sait qu'il y a de fortes probabilités de ne rien trouver dans les autres cratères car ils appartiennent au même cluster, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes propriétés. Donc Néo va se diriger au hasard vers une forêt. Encore une fois, afin d'optimiser son temps d'exploration, Néo va refaire un clustering sur les objets qui se trouvent autour de lui. Malheureusement, il y a tellement d'objets qu'il est incapable de résoudre ce problème en un temps réalisable. Il va donc faire appel à ses autres amis robots explorateurs qui vont se connecter à lui pour qu'ensemble, ils forment ce qu'on appelle un système distribué de machines. Ce dernier va permettre à Néo de multiplier sa puissance de calcul par le nombre de machines connectées au réseau. Malheureusement, certains problèmes sont tellement compliqués qu'ils demandent à ce qu'on multiplie de manière exponentielle le nombre de machines avec la difficulté du problème. Or, vous vous imaginez bien qu'on est capable d'envoyer une petite dizaine de robots sur cette planète, mais qu'on n'est pas capable d'en envoyer 100 millions. Donc, moi, dans le cadre de ma thèse, je m'applique à trouver des astuces mathématiques qui permettent de rendre réalisables en un temps raisonnable des problèmes qui, auparavant, étaient irréalisables. Donc maintenant, regardez autour de vous. Vous êtes capable de me dire quelles sont les zones plus ou moins denses en personnes ou en sièges, par exemple. Et si je vous dis, regroupez-moi les objets dans des groupes, vous allez me faire instinctivement, ceci c'est le groupe des hommes, puis le groupe des chaises et le groupe des lumières, même sans savoir ce que c'est. Et donc, pardon, merci. Merci Gaëlle. Candidat numéro 7, Alexandra Bourgois. ED 561, hématologie, oncogénèse, biothérapie, sous la direction de Sabine François, intitulée de sa thèse « Étude des effets biologiques des aérosols issus d'armements utilisant des propergols solides, composites, sur la santé des personnels du ministère de la Défense ». La pollution, c'est une notion familière pour tout le monde aujourd'hui. Lorsqu'on en parle, la première chose à laquelle on pense, c'est la pollution atmosphérique, celle à laquelle vous et moi sommes confrontés tous les jours. On a entendu parler de l'ozone, des gaz à effet de serre, mais depuis peu, une nouvelle menace plane au-dessus de nos têtes. Les particules, et plus précisément les nanoparticules. De mon côté, je m'intéresse à une pollution atmosphérique spécifique, des aérosols complexes contenant à la fois des nanoparticules et des gaz, et qui sont issus des systèmes de propulsion utilisés dans l'armement. Ces systèmes sont appelés propergols composites solides. Ce sont en réalité des cylindres contenant des poudres agglomérées et qui permettent de propulser les appareils. À l'heure actuelle, la composition exacte des aérosols de combustion issus de ces systèmes est mal connue. Cependant, 2 composés ont été retrouvés en grande quantité après des lancements. Il s'agit du chlorure d'hydrogène, la forme gazeuse de l'acide chlorhydrique, et des nanoparticules d'alumine, un dérivé de l'aluminium. Vous me direz que cette pollution finalement ne concerne qu'un nombre restreint de personnes, à savoir des militaires. Eh bien non, car ces composés peuvent également être retrouvés dans le domaine civil, lors de l'incinération d'ordures ou lors de diverses activités industrielles.
C'est pourquoi nous pouvons tous y être exposés, et ça donne une portée plus générale aux résultats qui seront obtenus lors de cette étude. Tout le problème, dans le cadre des mélanges, est de savoir comment les composés vont interagir entre eux. Est-ce que les effets toxiques vont être amplifiés ou au contraire vont-ils se neutraliser? Finalement, c'est un petit peu comme les interactions sociales. Lorsque deux personnes se rencontrent, il est très difficile de prévoir si elles vont s'apprécier, se détester ou encore tomber amoureuses par exemple. Et à ce jour, nous n'avons que très peu d'informations concernant les interactions de composés au sein des mélanges et peu d'informations sur la toxicité de mélanges associant des gaz et des particules. De plus, la présence de nanoparticules peut les rendre encore plus toxiques, car elles sont toutes petites, invisibles à l'œil nu, et elles peuvent pénétrer très profondément dans l'organisme et être à l'origine d'effets toxiques. Pour étudier la toxicité de ces mélanges complexes, je réalise donc 2 types d'expériences. J'expose des cellules pulmonaires aux particules, aux gaz ou à un mélange des deux, et j'évalue les conséquences. Je regarde si les cellules ont survécu, si elles sont stressées, si leur ADN a été modifié. Car tous ces paramètres peuvent par la suite conduire à des phénomènes inflammatoires ou à l'apparition de pathologies telles que des cancers. Dans un second temps, je regarde aussi l'effet de ces aérosols chez des rats, après inhalation, en étudiant des paramètres sur le tissu pulmonaire. L'objectif de mon travail est donc double. D'une part, il permettra de mieux comprendre les interactions entre différents composés au sein d'un mélange, et d'autre part, il va permettre de caractériser plus précisément le danger représenté par ces aérosols de combustion issus des systèmes de propulsion, et ainsi d'aider à protéger la santé des personnes qui peuvent y être exposées. Je vous remercie. Merci Alexandra. Candidat numéro 8, Mathilde Castel. ED 267, Arts et Médias. Sous la direction de François Mérès, intitulée de sa thèse « Pour une expertise olfactive muséale de la documentation des collections au dispositif expographique ». J'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un nez qui rencontre un tableau. L'histoire d'un coup de foudre entre le musée et les odeurs. Cette histoire commence durant un cours d'histoire de l'art, où le professeur est en train de rendre les copies. Constatant sa note, une étudiante lit pour la énième fois. « Vous n'avez pas décrit l'œuvre en ouverture de critique, on ne sait pas de quoi vous parlez. » Décrire visuellement les œuvres, elle a horreur de ça. Elle trouve absurde de réduire la dimension d'une œuvre d'art à la manière dont cette dernière se présente visuellement au monde. Elle ne décrit jamais ce qu'elle voit, mais ce jour-là, c'est la mauvaise note de trop. Elle se met alors en quête d'un art qui ne pourrait pas s'appréhender avec les yeux. Un art invisible qu'on ne pourrait pas décrire. Ce faisant, cette étudiante en muséologie croise le chemin du champ des odeurs. Et elle en tombe éperdument amoureuse. Car avec lui, il n'y a rien à voir et tout à ressentir. Figurez-vous que dans bien des cas, voir n'est pas suffisant. Dans la gestion des collections de musées, par exemple, pour définir les modalités de conservation préventive à appliquer à un objet, on en effectue un diagnostic, principalement avec nos yeux. Seulement, les débuts de moisissure, d'attaque d'insectes, d'instabilité des matières organiques, ça ne se voit que lorsqu'il est déjà trop tard, alors qu'à l'odeur, on pourrait le détecter bien plus tôt. Le diagnostic olfactif existe en médecine depuis 400 avant Jésus-Christ. Certains médecins sont en effet capables d'identifier la maladie dont nous sommes atteints en fonction de l'odeur de notre haleine ou de notre peau et peuvent ensuite nous prescrire le traitement approprié. Ma recherche consiste à adapter ce même diagnostic olfactif à la conservation des collections muséales. Pour ce faire, je vais chercher des nez dans des laboratoires de parfums et je les amène sentir des objets choisis dans les réserves d'un musée. Ils identifient un bois de cade par-ci, de l'ambre fantaisie par-là, et parfois détectent l'odeur d'un champignon ou d'une humidité suspecte. Je recoupe ensuite ces informations olfactives avec la base de données du musée. Je vérifie par exemple que le bois dont nous pensons avoir identifié l'odeur pousse bien dans la région où l'objet a été prélevé. Au fur et à mesure, j'établis une liste de référents odorants permettant de développer un outil inédit, fiable, peu cher, non invasif, indiquant instantanément le pronostic de conservation préventive qu'il faut appliquer. Et parfois, remettant en question des documentations d'objets que l'on pensait pourtant avérés. C'est à cela que sert ma recherche, prolongée de plusieurs décennies,
la durée de vie des collections fragiles du patrimoine. Mais pas seulement. Depuis que le Chant des odeurs et moi avons signé le contrat de mariage qu'on appelle une thèse, nous donnons naissance à tout un tas d'autres projets olfactifs qui espèrent à leur tour changer les lignes de la muséologie. Quelle performance! Merci Mathilde. Candidat numéro 9, Coralie Anne Mossé, ED 562 BioSPC, sous la direction de Étienne Audina. Implication des cellules microgliales dans le développement des synapses du néocortex somatosensoriel de la souris. C'est bon. Je vais vous parler pendant 180 secondes et vous allez tout comprendre parce que vous avez un cerveau. Comment marche-t-il ? On a dès la naissance une centaine de milliards de neurones dans notre cerveau qui communiquent en permanence en s'échangeant des informations chimiques au niveau des zones où ils se contactent, les synapses. Chaque neurone forme environ 10 000 synapses avec ses copains. On a donc au total 1 million, 2 milliards de synapses par lesquelles transitent à chaque instant des messages chimiques. Et c'est comme ça que vos perceptions, vos raisonnements, votre mémoire et vos sentiments prennent la forme d'une représentation mentale. Notre cerveau, c'est un peu comme un club select. Tout le monde ne peut pas y entrer. Ni les intrus comme les bactéries ou les virus, ni nos cellules immunitaires. Et ça, vous me direz, ça peut poser problème. Mais non. La nature étant bien faite, notre cerveau possède son propre système de sécurité, les cellules microgliales auxquelles je m'intéresse. Jusqu'à maintenant, on les connaissait principalement pour leur rôle de défense de notre cerveau et on pensait qu'elles se contentaient de dormir en temps normal. Il faut le dire, on les a pas mal dénigrées alors qu'elles sont bien plus importantes que ça. Lorsque nous naissons, notre cerveau n'est pas mature et jusqu'à 12 ans, il est si malléable à l'apprentissage qu'on va créer énormément de synapses. Le cerveau de l'enfant est en quelque sorte hyper connecté. Mais si notre cerveau reste hyper connecté, on risque de développer une maladie neurodéveloppementale comme l'autisme. Donc au fur et à mesure qu'on grandit, il faut que cet excès de synapses disparaisse. Et figurez-vous qu'on a récemment découvert que ce sont les cellules microgliales qui font le ménage en éliminant les synapses inutiles afin que les connexions pertinentes puissent se renforcer. Moi, je me suis demandé si nos cellules microgliales ne jouaient pas un autre rôle important pendant le développement de notre cerveau. J'ai donc étudié 3 groupes de souriceaux. Un premier groupe que j'ai laissé grandir tranquillement, un deuxième groupe dans lequel j'ai supprimé les cellules microgliales après la naissance, et un troisième groupe dans lequel j'ai laissé les cellules microgliales, mais je les ai empêchées de produire un facteur de croissance de la synapse. J'ai ensuite analysé les cerveaux de mes souriceaux à 12 jours après la naissance, ce qui correspond environ à 4 ans chez nous les humains, et bingo! Dans le premier groupe, tout est normal, mais dans les 2 autres groupes, les synapses n'ont pas évolué au même rythme. Elles sont restées immatures, comme si les animaux étaient 2 fois plus jeunes. Mes expériences prouvent donc que les cellules microgliales, des cellules immunitaires, ainsi que le facteur de croissance qu'elles produisent, sont nécessaires à la bonne maturation de nos synapses. Donc non seulement elles défendent notre cerveau, elles éliminent les synapses inutiles, mais en plus elles permettent le bon développement des synapses qui nous sont utiles. Nos cellules microgliales participent donc bien plus qu'on ne le pensait aux cogitations de notre cerveau et se présentent comme une cible thérapeutique de choix pour lutter contre les pathologies neurodéveloppementales. Voilà, jusqu'à maintenant, si vous avez tout compris, c'est donc grâce à vos cellules microgliales qui ont bien fait leur boulot pendant le développement de votre cerveau. Merci. Merci Coralie. Candidat numéro 10, Aurélien Denisot. 265 Langue, littérature et société du monde, sous la direction de Michel Bozdemir. La doctrine stratégique et diplomatique de l'islam politique turc et sa confrontation avec l'exercice du pouvoir. Y a-t-il un capitaine à la barre ? Cette question, vous vous la posez certainement de temps en temps. Eh bien, figurez-vous que beaucoup de dirigeants dans le monde se la posent également à propos de la Turquie, et plus spécifiquement depuis l'arrivée au pouvoir en 2002 d'un parti politique issu de l'islam politique turc, le parti AKP. Et si ce parti déroute, c'est notamment parce que sa politique étrangère apparaît aujourd'hui complètement imprévisible. C'est pourquoi j'ai cherché à comprendre quelles étaient les origines de cette politique étrangère. Je me suis donc penché sur la doctrine, c'est-à-dire un ensemble de principes qui déterminent les règles à suivre de ce parti AKP. Sa doctrine stratégique, comment faire de la Turquie une grande puissance,
et sa doctrine diplomatique, c'est-à-dire quelles relations entretenir avec quel pays. Et j'ai découvert que si aujourd'hui il est si dur de comprendre cette politique étrangère turque, c'est aussi parce que cette doctrine a profondément évolué. Elle a même en fait disparu, contrairement à ce que peuvent dire encore certains médias. Revenons, si vous le voulez bien, dans les années 2000. À cette époque, la doctrine du parti AKP repose sur 3 piliers. Une diplomatie active, donc prendre des initiatives pour renforcer le rôle de la Turquie. Une diplomatie multidirectionnelle, orientée vers les grandes régions du monde. Enfin, la résolution des problèmes avec les pays voisins en vue de mettre fin au conflit et de créer une grande zone d'échanges commerciaux. Et, il faut le dire, à l'époque, tout ça, ça marche assez bien. C'est-à-dire que la Turquie devient candidate à l'Union européenne, dans le même temps son influence augmente au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie, et elle résout une partie de ces conflits avec des pays comme la Grèce, Chypre, l'Arménie ou la Syrie. Mais alors vous allez me dire, si ça marchait bien, pourquoi est-ce que cette doctrine a changé ? Eh bien parce que le monde change. On a sous-estimé l'importance qu'a eu l'année 2011 sur la Turquie. Pourquoi ? Parce que cette année-là, le monde arabe est traversé par une série de révolutions et à ce moment, les dirigeants du parti AKP font une mauvaise analyse. Ils pensent que ces révolutions vont permettre la mise en place de régimes démocratiques et que dans ces régimes démocratiques, ce sont les partis issus de l'islam politique qui vont gagner les élections. Du coup, le parti AKP décide de soutenir ces mouvements en Syrie, en Égypte, en Tunisie. Le problème, c'est que cette analyse était fausse et rapidement, les partis issus de l'islam politique perdent le pouvoir en Égypte et en Tunisie ou échouent à s'en emparer en Syrie. Les conséquences sont graves pour la Turquie. Elle inquiète un certain nombre de pays méfiants vis-à-vis de l'islam politique, par exemple la Russie, et de plus, elle dégrade sa relation avec un pays comme la Syrie, ce qui entraîne l'arrêt des échanges commerciaux. Face à cet échec, le parti AKP considère que sa doctrine n'est plus adaptée au monde actuel. À partir de 2013, il abandonne progressivement cette doctrine. Vous savez donc maintenant pourquoi cette politique étrangère est imprévisible. Il y a bien un capitaine à la barre, mais il n'a tout simplement plus de boussole. Merci Aurélien. Candidat numéro 11, Lorna Guignot, 562 bio-SPC, sous la direction de Grégory Jouvion. Conséquences neurologiques centrales après un traumatisme musculaire périphérique. Cela nous est tous arrivé un jour de nous mettre au sport de manière un peu trop brutale. On se décide enfin à enfiler notre vieux jogging qui prend la poussière dans le placard et on se lance dans un marathon de 10 km. Et le lendemain, nos muscles douloureux nous font un peu regretter notre élan de la veille. Heureusement, les quelques cellules musculaires abîmées qui ont entraîné ces horribles courbatures ne seront plus qu'un mauvais souvenir dans quelques jours. En revanche, dans le cas d'une vraie déchirure musculaire, les conséquences n'auraient pas été identiques sur notre muscle ni sur notre cerveau. Car casser des cellules musculaires, ça ne passe pas inaperçu. Ça entraîne le relargage de signaux d'alerte qui vont voyager dans le sang jusqu'à arriver à notre cerveau. Et c'est là que j'interviens. À ce moment précis, je sors mon microscope et je regarde la réaction des cellules de notre cerveau face à l'arrivée de ces signaux de danger. Je m'intéresse particulièrement aux cellules microgliales. Ce sont des cellules du système immunitaire qu'on ne trouve que dans le cerveau. Ce sont un peu les vigiles de nos neurones, des super-vigiles même, car elles ont beaucoup de bras. Dès qu'un danger se fait sentir à proximité des neurones, les cellules microgliales déploient et allongent leurs bras pour essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe. Si le danger est confirmé, les cellules s'activent et se rétractent sur elles-mêmes, prêtes à passer à l'attaque. Une fois le danger éliminé, les cellules se détendront et retrouveront leur forme normale en quelques jours. Seulement voilà, pour certains patients, les cellules microgliales restent activées même après l'élimination du danger, et ce parfois pendant plusieurs années. Cela n'est pas sans conséquence au niveau de notre cerveau. En effet, mes expériences ont montré qu'un mois après une blessure au mollet, quand celle-ci est complètement guérie, notre mémoire est défectueuse. Alors je ne parle pas de la mémoire immédiate qui nous aide à retenir le numéro du pizzaiolo le temps de commander à dîner. Non, je parle de la mémoire plus tardive qui nous aide à retenir le nom de cette délicieuse pizza qu'on a dégustée quelques semaines plus tôt. Et une région de notre cerveau qui est très impliquée dans ce processus de consolidation des informations, c'est l'hippocampe. Oui,
Nous avons tous un hippocampe dans notre tête qui nous aide à retenir les informations importantes de notre vie. Et en utilisant des marqueurs verts fluorescents pour mieux voir les cellules microgliales, je me suis aperçue que les petits vigiles de l'hippocampe étaient activés après une blessure musculaire. Coïncidence ? Je ne crois pas. Il est probable que la survenue et la persistance de cette activation microgliale de l'hippocampe participent au défaut de mémorisation observé. Ces résultats sont importants car ils nous amènent à reconsidérer la prise en charge des patients ayant subi un traumatisme musculaire pour protéger leur cerveau. Alors dorénavant, faites attention à vos excès sportifs, sinon vous risquez d'oublier où vous avez rangé vos baskets. Merci Lorna, candidat numéro 12, Juliette Roguet, 122, Europe latine, Amérique latine, sous la direction de Capucine Boisdin et Denis Merclan, je ne sais pas, intitulé de la thèse du briquerismo ou bricherismo, voilà, au Pérou, socio-anthropologie du tourisme et du métissage. Je suis prête. Le sujet de ma thèse, c'est l'amour. Je décortique les rapports de pouvoir qui façonnent le tourisme de romance dans le lointain Pérou. J'étudie la pratique institutionnalisée de la drague professionnelle des touristes, le bricherismo. Je vais vous narrer un conte, mais je ne vous raconterai pas de sornettes. Ce récit synthétise la myriade d'histoires étudiées pendant plusieurs années d'enquête dans l'intimité de ces idylles hors normes entre statistiques et immersion sur le terrain. Il était une fois une jeune Européenne qui avait décidé de partir à la découverte de l'ancien empire inca. Des images plein la tête, son guide du routard à la main, le rite d'initiation moderne commence à l'embarquement de son vol direction Lima. Voici le premier personnage de notre histoire, la gringa. De l'autre côté de l'océan, à Cusco, un apprenti chaman des plus exotiques est en chasse. Cet expert en conquête sentimentale folklorique peaufine ses stratégies de séduction. Il connaît parfaitement tous les clichés auxquels s'attendent les touristes. Pour les voyageuses, il est mystique, mystérieux, fascinant. Voici le second personnage, El Brichero. Après les 24 heures de bus, bercée par les courbes des Andes, la gringa toute groggy arrive enfin dans la capitale précolombienne et rencontre notre guerrier New Age en pleine démonstration de macramé. El Brichero, brillant metteur en scène du hasard amoureux, remercie la grâce des forces surnaturelles pour cette nouvelle romance. Bon, je dois vous mettre dans la confidence. Ce que cherchent vraiment nos deux héros, c'est vivre une expérience grisante de la différence. C'est vampiriser son partenaire. En devenant son guide touristique très personnel, le Brichero veut échapper à sa condition. Pour la gringa, cette aventure charnelle avec son véritable indien authentique comble tous ses désirs de dépaysement. Et c'est déjà la fin à l'aéroport, les adieux déchirants et le souvenir de la passion pour elle, les larmes et l'espoir d'un ailleurs pour lui. L'Inca Don Juan repart en chasse, troquant le taxi contre le bus. Ils ne se marièrent jamais et n'eurent pas d'enfants. La morale de cette histoire, eh bien, c'est qu'il n'y en a pas. Mon rôle est de comprendre les rouages de ces relations, ce qu'elles disent de notre monde. Ces rapports amoureux sont un formidable laboratoire où nous voyons en acte les mécanismes de domination de genre, de sexualité, de race, d'ethnicité ou encore de nationalité. Ces aventures que tout le monde a un jour vécues ou imaginées traduisent toute une série de violences. Le racisme, les rapports hommes-femmes, les inégalités socio-économiques, la migration ou encore le tourisme de masse. Ma thèse, c'est un miroir qui reflète les fantasmes de l'exotisme. Il réfléchit la colonisation des corps et des imaginaires. Merci. Merci Juliette. Nous avons une dernière candidate, une 13e candidate, Cécile Drey, ED, direction de la communication, sous la direction de François Houlier, intitulée de la thèse « J'ai décidé d'être doctorante à la dernière minute ». C'est pas tout à fait ça. Si. Tu veux pas lire le titre de ma thèse? Alors, Cécile Drey, ED 001. Commu USPC,
Interprétation du règlement du concours, du concept au résultat. Ou comment savoir quels candidats représenteront USPC à la demi-finale nationale du concours MT 180 secondes? Qui représentera USPC à cette demi-finale nationale qui se déroulera les 5, 6 et 7 avril prochains à Paris? C'est toute la question à laquelle je vais tenter de répondre assez clairement pour vous ce soir. Cette année, USPC doit sélectionner 2 lauréats. Comment allons-nous faire pour choisir ces 2 lauréats? Eh bien, j'ai un peu préparé le boulot avant de venir. J'ai constitué un jury de 9 personnes, toutes non spécialistes des thématiques qui ont été abordées ce soir. En même temps, j'ai convié du public, un public sympathique, enthousiaste, qui est là pour assister à la finale USPC. Alors, comment allons-nous nous y prendre? Le jury va se retirer, va délibérer, et va classer 2 candidats qui vont recevoir, de façon assez originale, le premier prix du jury et le deuxième prix du jury. Dans le même temps, vous, public, enthousiaste, sympathique, vous allez utiliser le petit bulletin de vote que vous avez. Vous allez cocher la case en face du nom du candidat qui vous a le plus convaincu ce soir, plier ce bulletin en 2, venir le mettre dans l'urne qui sera en bas, et ainsi vous aurez élu le candidat qui recevra le prix du public. Mais j'en vois qui fronce les sourcils, ça se complexifie. Il faut 2 représentants pour USPC et on va avoir 3 lauréats. Et c'est là la problématique scientifique de mon exposé. Mais j'ai un peu fouillé dans la littérature et j'ai trouvé la réponse dans le règlement du concours. J'ai cité mes sources. Alors, démonstration. Iront en demi-finale nationale pour représenter USPC le premier prix du jury et le prix du public. Sauf, on est en France, s'il s'avère que c'est le même candidat. Alors dans ce cas, et dans ce cas seulement, iront en demi-finale représenter USPC le premier prix du jury et le second prix du jury. Voilà, c'est pas très compliqué finalement, il fallait bien en faire un règlement. Mais entre nous, il n'y a peut-être pas de quoi en faire une thèse. Alors c'est vraiment comme ça que ça va se passer en fait. Le jury va se retirer, il va prendre une petite demi-heure pour décerner les 2 prix et le public va voter, on va installer l'urne par là. Vous avez donc 20 minutes pour déposer votre bulletin, on va dépouiller et ensuite tout le monde revient, on décerne les prix et après on va boire un petit coup. Bon, alors quelques mots pour faire durer le suspense, parce qu'il en fallait. Alors, je tiens à dire, puisque c'est pour moi la 2e fois que j'ai le plaisir de venir dans cet amphithéâtre Buffon pour cette finale USPC du concours Ma thèse en 180 secondes, que je suis impressionné. Je crois que mes collègues du jury le sont aussi par la qualité de vos exposés, de vos performances, de la manière dont vous avez mis en thèse vos sujets. Il y a de belles histoires scientifiques et en même temps de belles histoires. Je crois qu'on en gardera plusieurs dans nos têtes. Alors 12, c'est compliqué pour vous, mais pour nous, se souvenir des 12 présentations est parfois pas si facile que ça. Mais voilà, il y en a au moins 3-4 qui nous resteront à l'esprit. Dire aussi, alors je sais pas si Cécile l'avait évoqué tout à l'heure, mais cette année, on a eu plus de candidats que dans le passé. Il y en a 12 qui sont venus dans cette finale, mais il y en avait eu 20 au total. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de 24 de croissance des nombres de candidatures. Moi, je trouve que c'est tout à fait positif. Nous avons un accessite particulier à décerner à une des candidates. Merci Cécile, bravo pour la performance. Et puis je tiens, juste avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, à vous dire qu'il se trouve que mercredi prochain, je dois faire, non pas ma thèse en 180 secondes, mais la défense d'un dossier important pour une IRC Sorbonne Paris-Cité en 1800 secondes. Alors je ne serai pas seul, on sera 5, mais je me suis dit que finalement on avait des cours et des leçons à prendre auprès de celles et ceux qui sont intervenus cet après-midi, et dans la gestuelle, dans la capacité de s'exprimer, dans la clarté du propos. Voilà, donc on va tâcher d'être à la hauteur. Alors ayant dit cela, pour lever le suspense, je vais inviter Valérie Benmoussa à dire qui est le 2e prix du jury.
Alors, le deuxième prix du jury est attribué à Margot Chauvet. Nous avons été sensibles au village gaulois et à la défense des cellules contre le paludisme et son agent. Je vais demander maintenant à Florian Andrianiasi de PSG Talent de nous dire qui a reçu le... C'est ça le premier prix du jury, hein, c'est dans cet ordre-là. Alors, le premier prix du jury est attribué à Lorna Guignot. Et puis je vais demander à Marc Ventura de nous dire à qui revient le prix du public, ce qui nous permettra de savoir si et qui sera le deuxième demi-finaliste pour USPC. Alors, le prix du public est attribué à Diaya Bernadia. Alors j'y ajouterai juste un petit mot. Je crois que les membres du jury ont été particulièrement sensibles à l'ensemble, je l'ai déjà dit, de vos présentations. On a eu quelques difficultés pour vous départager les unes et les autres. Je crois que nous garderons, en tout cas je garderai personnellement, si je peux m'exprimer ainsi, le souvenir de quelques exposés qui ne font pas forcément partie de ceux qui ont été primés et retenus. Mais je crois que ce qui nous a été les performances, d'une certaine manière, parce qu'il y a un acte de performance, et puis les histoires, ou les images, ou les morceaux de science que vous nous avez racontés en matière de sociologie, avec El Brichero, en matière d'odeur, ou dans le domaine des études sur la violence, nous ont tous particulièrement marqués. D'autres exposés nous ont aussi frappé. Mais voilà, tel est le choix que nous avons été amenés à faire. Et donc, à nouveau, je tiens tous à vous féliciter, à vous remercier, et puis à souhaiter que les deux qui vont donc aller défendre les couleurs de USPC, à savoir Lorna Guignot et Diya Benaoudia, et bien que vous, dans les semaines qui viennent, vous vous entraîniez, et que vous tiriez parti de tous vos talents, et que vous amélioriez encore vos présentations de telle manière que ces deux projets, ces deux défenses, ces deux thèses puissent être effectivement aller en finale. Merci. Merci, bravo.